Déjà là. Bon matin, c'est 8h33, les matins éphémères qui se poursuivent de belle façon puisqu'on va accueillir en studio. Il est déjà là, Georges Goma, qui est avec nous de retour après les congés de Noël parce qu'il a toujours été là. C'est moi qui est de retour d'une certaine façon. Georges, bonjour, bon matin et surtout bonne année 2016. Bonjour Caroline, bon matin et surtout bonne année 2016, plein épanouissement dans la profession, une bonne santé, et je profite aussi de formuler mes vœux pour cette Afrique qui nous concerne, chronique d'Afrique noire. Que tu as une bonne pensée pour l'Afrique et pour 2016 en espérant qu'elle s'annonce mieux que 2015. Mieux que 2015, quoique 2016, c'est une grande année électorale en Afrique. Ouais. C'est presque l'objet de notre chronique d'aujourd'hui, Caroline. Oui, allons-y justement parce que Georges, t'as toujours des chroniques bien remplies. Écoute, oui, t'as toujours beaucoup de choses. Alors attaquons le sujet. On va faire le point, j'imagine, au cours des peut-être pas qu'aujourd'hui là, mais dans les prochaines chroniques, on fera le point là sur la démocratie en Afrique du Nord. Pour nous, évidemment, c'est un peu compliqué. Il y a des situations explosives à gauche et à droite. Qu'en est-il? On fera le point sur tout ça. On fera le point sur tout ça. J'aime toujours remettre les choses dans un contexte. Le contexte, c'est de 1989, Caroline. 1989, la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin sonne le glas du monde bipolaire et encourage les pays africains d'aller vers la démocratie, les principes démocratiques. Parce que jusque-là, la plupart des pays africains, c'était des pays qui fonctionnaient sur un modèle dictatorial. À l'exception d'un certain nombre de pays comme le Sénégal, comme le Bénin, qui avaient déjà une certaine avance sur les principes démocratiques, et comme le Ghana aussi, mais les autres pays ont fonctionné sur des principes purement dictatoriaux. Alors, cette frénésie, il y a eu une frénésie pour la démocratie durant les années 90. Les conférences nationales, on a eu un bouillonnement en Afrique. Les gens se donnaient à espérer en se disant que désormais, on va faire une politique démocratique qui va favoriser le développement également. Quand on libère les esprits, quand on libère l'entreprise privée, la société vit. La société vit, on construit une classe moyenne. La classe moyenne surtout. Tu sais, Caroline, la classe moyenne, c'est ça qui forme la dynamique d'une société. Quand une classe moyenne est bien construite, bien bâtie, c'est-à-dire que l'individu moyen a la capacité de se construire soi-même en tant qu'individu et de construire la société par sa participation à la société. Et nous avons pensé que la démocratie, évidemment, devait nous apporter cela en Afrique. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on pensait à juste titre, ça. Absolument. C'était votre tour, comme on dit. C'était notre tour, et évidemment. Donc, il y a eu ces mouvements de démocratisation un peu partout. L'élection au suffrage universel devenait le principe majeur d'accession au pouvoir. C'est-à-dire, on est parti de la crise de dévolution du pouvoir et que désormais arrive au pouvoir la personne qui aura été choisie au suffrage universel. Alors voilà les années 90, voilà les années 2000, et il y a toujours cette rhétorique de la démocratie en Afrique, parce qu'il y a des beaux exemples. Il y a des beaux exemples. Allons-y donc. On pourrait commencer par les beaux exemples parce qu'on n'entend que les mauvais exemples. C'est rare qu'aux nouvelles, on va parler des beaux exemples. Tout à fait. Des beaux exemples existent bel et bien en Afrique. On a vu, l'exemple magistral que nous a donné. Tu te rappelles, on a eu une chronique là-dessus sur le Nigeria. Oui. Voilà un pays qui est longtemps resté sous la dictature militaire et qui devient aujourd'hui un bel exemple de démocratie où la dévolution du pouvoir s'est faite par des méthodes tout à fait claires et nettes, où on n'a pas contesté, où le président qui était en exercice, qui a perdu les élections, a pris le téléphone et s'est déplacé pour aller féliciter, n'est-ce pas, la personne qui l'avait remplacé. Alors, est-ce qu'on peut pas féliciter cela ? Tout à fait. Ça vaut la peine de le souligner. Ça vaut la peine de le souligner. Et ça devrait être un exemple pour les autres, certains autres. Pour certains autres. Et puis au Ghana aussi. Le Ghana aussi, c'est un pays anglophone qui a une belle tradition démocratique où les présidents se succèdent les uns après les autres et où on a des belles images de tous les 4 présidents
qui ont gouverné ce pays ensemble. Et j'imagine qu'en ce qui concerne le Ghana, le Nigeria, il y a les fameuses classes moyennes dont tu parlais tout à l'heure. Oui, les classes moyennes qui sont très, très, très dynamiques, évidemment, qui n'est-ce pas, font rouler qui font l'économie. rouler l'économie et qui donnent à chacun, n'est-ce pas, la possibilité de se suffire à lui-même. C'est ça qui est important. Voilà. Et puis, tout récemment, en Tanzanie également, nous avons vu une dévolution du pouvoir qui s'est fait d'une manière alors formidable, où le président élu a remplacé le président précédent et où, voilà, on vraiment dans un climat apaisé. Et c'est cela qui est important, Caroline, parce que quand la dévolution du pouvoir se fait de manière correct, tout le monde, il n'y a pas d'exilés, il n'y a pas de prisonniers politiques. Tout le monde reste dans le pays, les anciens présidents sont là et servent de conseil au nouveau président. Alors que ailleurs, c'est pas ça. Un président qui n'est plus en place, c'est soit un président mort, c'est soit un président en exil, ou soit un président emprisonné. Oui. Et ça, c'est dommage. Et je le dis avec une pensée pour le Congo-Brazzaville. Et je le dis à corps et à cri, parce que c'est une démocrature, comme on va le voir tout à l'heure. Alors. Oui, vas-y. Oui, et puis on a eu aussi. Bon, vous voyez un peu que on a parlé un peu de ces pays africains beaucoup plus dans la zone anglophone. Ouais. Bon, on va pas revenir sur cette problématique. On avait déjà parlé la différence entre la colonisation française et la colonisation anglaise, et que dans les pays anciennement colonisés par l'Angleterre, c'est un léger mieux. Mais en Afrique, en francophone aussi, il y a de beaux exemples. Il y a de beaux exemples. Il y a par exemple l'élection qui s'est passée au Burkina Faso. Voilà. Nous avons beaucoup parlé du Burkina Faso. Il y avait un dictateur, Blaise Compaoré, qui voulait s'éterniser au pouvoir et qu'on a chassé avec un bon coup de pied au cul par la population et qui a mis en place, n'est-ce pas, un processus démocratique qui s'est bien passé malgré les velléités de coup d'État que Diendéré a voulu faire la dernière fois. La population a fait un gros effort quand même de soulèvement. Voilà. Et puis là aussi, s'élever pour revendiquer ses droits. Revendiquer ses droits. Et comme dans cette émission, nous essayons quand même de réfléchir autour de ce que nous voyons au Burkina Faso, ce n'est pas les partis de l'opposition qui ont fait partir le dictateur, c'est la population. Ouais. C'est la population. Si la population arrive à poser des actes héroïques de cette manière-là, c'est qu'ils en ont marre. Ils en ont marre. Mais toujours est-il qu'au Burkina Faso nous a donné une preuve de démocratie. Alors, en ce moment, il se passe aussi, la Centrafrique aussi, c'est un pays qui a beaucoup fait, enfin, qui nous a beaucoup fait mal. C'est une transition peut-être de 2 ans qui s'est passée avec les conflits interethniques qui ne sont pas au fond des conflits interethniques comme on veut nous le faire comprendre. Il y a toujours quelque chose. Eh ben, il y a toujours quelque chose. Vous savez, la Centrafrique, ce sont les fameux diamants. À l'époque, les diamants de Bokassa et de Giscard d'Estaing. Et c'est pas terminé. Les diamants sont toujours, vous savez, les diamants sont éternels. Donc, ils sont éternels en Centrafrique également. Et que aussi, on a découvert le pétrole au Centrafrique. Il n'y avait pas le pétrole. Tellement de richesses. Voilà. Tellement de richesses. Convoitées par tellement de monde. Un autre pays où il y a eu une transition démocratique tranquille, entre guillemets, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà aussi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a traversé une période très tumultueuse entre Laurent Gbagbo, qui est en ce moment en prison à La Haye, et Ouattara, qui était le favori, n'est-ce pas, de la plupart de beaucoup de puissance occidentale et qui est installée au pouvoir, puisque l'autre a été envoyé en prison. On ne sait pas trop pourquoi, parce que là aussi, ils ont fait la guerre, de part et d'autre, on a massacré des gens, et puis, voilà, c'est un qui est en prison. Qu'à cela ne tienne, les élections en Côte d'Ivoire se sont bien passées. Ouattara a été réélu. Il est démocratiquement, bon. Il est président de la Côte d'Ivoire, et puis, ma foi. Il fait un travail pas trop mal. Il fait un travail pas trop mal, puisque, on voit très bien comment il développe le pays. Mais au fond, tout le monde peut bien faire. Oui. Le plus important, c'est que les gens soient d'accord sur les principes de dévolution du pouvoir. Oui. C'est cela qui est important. Au départ, c'est la démocratie. Voilà, dans ces pays, donc en 2015, Caroline, voilà les pays qui sont passés aux urnes. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Ah, j'oubliais ce pays. La Guinée-Conakry. Conakry. Conakry, pas la Guinée équatoriale, mais la Guinée Conakry.
Sékou Touré, l'ancien dictateur de triste mémoire, mais enfin, entre guillemets. Donc la Guinée-Conakry aussi, qui a eu un principe de démocratisation, alors une élection claire et nette. Alpha Condé a été réélu haut les mains. Et nous sommes bien contents de la Guinée-Conakry. Il y a eu le Togo aussi. Le Togo, aussi il y a eu des élections un peu controversées. Mais ça s'est bien passé sans problème. Somme toute, on met, j'ai envie de dire que somme toute, pas qu'on met la barre plus basse en Afrique concernant les élections, mais disons que on est peut-être un peu moins difficile quand ça se passe relativement bien, ça se passe bien. Ça se passe bien, voilà. Et puis les gens peuvent faire l'effort de sorte que ça puisse bien se passer. On a eu aussi le Burundi. Le Burundi, Caroline, nous avons parlé aussi du Burundi qui était un cas où Nkurunziza recherchait un troisième mandat illégal non autorisé par la Constitution. Mais lui aussi a été pris par cette frénésie des changements constitutionnels. Alors Nkurunziza, malgré le fait que la communauté internationale et les plus grandes puissances lui ayant demandé de ne pas le faire, il a fait. Et en ce moment, il y a une problématique au Burundi. C'est-à-dire qu'il y a une terreur qui s'exerce sur les populations et puis, ma foi, beaucoup d'observateurs craignent un génocide. Oui, on a parlé à une journaliste ici qui était incognito, si on veut, pour une série de conférences au Québec, et qui, ma foi, pleurait parce qu'elle avait des amis là qui venaient tout juste de se faire assassiner. C'est un règne de violence, là. C'est pas un exemple de bonne démocratie. Non. Pas encore, en tout cas. Pas encore, mais voilà. Mais à peine hier ou avant-hier, il y a encore eu 3 morts dans les rues de Bujumbura. Donc, en tout cas, ça continue. La barbarie continue et ainsi de suite. Voilà ceux qui sont passés à la casserole, n'est-ce pas, en 2015, ces pays-là. Maintenant, 2016. Et moi, j'ai une question parce qu'on parlait, on n'en a pas parlé depuis longtemps, mais des pays comme l'Éthiopie, le Rwanda, qu'en est-il? Ils ont vécu des crises. Est-ce qu'ils sont revenus à une certaine normalité? On en parle toujours en fonction de l'histoire de ce génocide, mais au niveau de la démocratie, est-ce qu'ils ont atteint, est-ce qu'ils ont un niveau de maturité? Alors, tu parles du Rwanda, on va en parler parce que le Rwanda est inscrit, n'est-ce pas, à la série des élections qui arrivent en 2016. Ça s'en vient. Voilà. 2016, c'est une année vraiment électorale parce que je crois qu'il y a au total, si je me trompe pas, il y a près de 53 élections qui vont se passer en Afrique, hein. Donc voilà. Donc c'est vraiment une année de tous les dangers et de tous les espoirs aussi, parce que chaque fois que nous voyons que dans un pays ça se passe très très bien, on est bien content. Alors, donc je vais te citer d'abord les pays qui vont passer à la casserole, n'est-ce pas, en 2016, et puis on pourra pouvoir un peu pays par pays. Allons-y. Alors, les pays qui s'apprêtent à aller aux urnes en 2016 sont le Niger. Le Niger va aux urnes pour élire le président de la République le 21 février, donc très bientôt. Il y a le Bénin aussi qui ira aux urnes au mois de mars. Le Tchad qui ira aux urnes au mois d'avril, le Djibouti aussi qui ira aux urnes au mois d'avril, le Congo-Brazzaville, un point d'honneur là-dessus, on va revenir, qui devrait aller aux urnes en juillet et qui maintenant part aux urnes en mars, le 20 mars 2016. Donc l'élection présidentielle a été rapprochée à dessein et on verra pourquoi si nous avons un petit espace de temps, sinon nous reviendrons. Nous avons beaucoup parlé du Congo-Brazzaville à tout honneur, tout seigneur, tout honneur. Je suis du Congo-Brazzaville. Alors, il y a la RDC, la République démocratique du Congo, qui part aux urnes le 27 novembre prochain. Il y a le Gabon qui va aux urnes en août prochain. Il y a l'Angola qui part aux urnes en août prochain. Il y a la Zambie qui part en septembre prochain. Il y a la Guinée équatoriale qui part aux urnes en novembre prochain. Il y a le Cap-Vert qui part aux urnes en février. Là. Il y a la Gambie, le Ghana aussi qui part aux urnes en décembre prochain. Le Ghana, nous avons parlé du Ghana. Oui, tout à fait. Et nous avons aussi les Comores qui partent aux urnes au mois de mai, là. Bon, je reviens sur le Rwanda, Caroline. Alors, le Rwanda est parmi ces pays renégats. Le président du Rwanda, Kagame, c'est un personnage qui a fait des choses extraordinaires au Rwanda. Le Rwanda est parmi ces pays africains qui se sont améliorés alors
incroyablement. Donc le monsieur bosse. Il a très bien travaillé et le Rwanda devient une vitrine, une belle vitrine pour les pays africains. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une très bonne chose. Mais le président Kagame est parmi de ces présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont Mais tous qu'est-ce qu'ils ont tous dans leur tête? On se le demande, Caroline. Oui. Alors, donc Kagame, voilà, malgré les États-Unis qui ont fait une pression, malgré la France et bon, je le dis, les États-Unis, la France, bon, ça c'est ce qu'on a vu. Bon, mais finalement, puisque les gars sont là, malgré le fait que les grandes puissances ont dit de ne pas le faire, ils le font. Alors que deviennent les États-Unis, la grande puissance des États-Unis? Que devient la France? Que devient l'Angleterre? Leurs paroles ne comptent donc plus. Pour que ces vulgaires dictateurs passent tout simplement d'un revers de bras ce que pensent les grandes puissances. On devrait faire comme au Québec et dans plusieurs pays occidentaux, leur offrir des bonnes grosses primes de départ. Mais quand même. Je fais des blagues, mais oui, c'est vrai. On fait des blagues, tout à mais fait, faut les faire. Mais quand même, c'est insupportable. Donc Kagame est là, il est au pouvoir là. Et je crois qu'il va aller aux élections puisqu'il a fait changer la Constitution. Voilà c'est malheureux, le topo, bien malheureux, la Constitution changée. Et puis on s'est targue à dire que voilà, c'est pas de sa faute, c'est la population qui veut qu'il se représente. Mon œil. Enfin, Kagame reviendra au pouvoir puisqu'il a la Constitution a été changée. Bon, de cet acabit, je vais parler aussi de la RDC. La RDC avec Joseph Kabila. C'est la même rhétorique. C'est la même rhétorique avec la RDC, la République démocratique du Congo, où, écoute, on sait plus ce qui se passe là-bas, ira pas. Et là encore, le département d'État américain, John Kerry a fait une diplomatie extraordinaire en République démocratique du Congo, a demandé à monsieur Kabila de partir. De céder le pouvoir puisqu'il est à la fin, n'est-ce pas, de ses mandats. Et puis, le type, il rentre par-ci, sort par-là, il rentre par-ci, il ressort par-là. Maintenant, il a convoqué une sorte de concertation nationale pour parler, n'est-ce pas, de ces élections, comment les faire ensemble. Mais enfin, nous doutons fort qu'il ait des bonnes intentions par rapport à ce qui va se passer en République démocratique du Congo. Mais la République démocratique du Congo, c'est un très grand pays en Afrique centrale, un pays bougrement riche. Mais il y a des enjeux. Il y a des enjeux en République démocratique du Congo. Et est-ce que là-bas, la population, malgré le fait que le dictateur, je dis le dictateur, mais que le président veulent s'accrocher encore au pouvoir, est-ce que la population, elle se porte bien? Parce que c'est quand même la question aussi. Non, mais on peut pas dire que la population se porte bien. Même en RDC, il y a des projets qui sont faits. Mais attends, mais les projets, c'est normal qu'un État qui a ses pouvoirs régaliens puisse faire ses projets. Qui va les faire, ces projets-là? Si on dit qu'un président va rester au pouvoir parce qu'il a fait des choses, c'est complètement débile. Et ce serait bien de faire des choses et au moment de partir et faire, n'est-ce pas, passer la main à l'autre. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, ne voient pas, c'est en allant vers la dévolution normale du pouvoir, on règle un problème. On règle le problème des conflits éternels. Parce que plus vous restez au pouvoir, plus vous continuez à cultiver la rancœur dans les gens que vous humiliez, que vous maintenez complètement bas. Et ça ne règle pas le problème. Prenons l'exemple du Ghana, une fois de plus, je le redis, les anciens présidents du Ghana sont restés au Ghana, personne est en exil. Voilà, le progrès, c'est cela. Et ça, on peut pas, les autres pays, ils sont forts soit qu'eux sont forts de rester comme ça et d'avoir cette droiture avec des voisins qui roulent tout croche, ou alors les autres pays devraient prendre exemple. Je sais pas, il y a une dichotomie. Ben oui, pourtant, les exemples existent bel et bien. Mais c'est tout simplement la folie du pouvoir. La folie du pouvoir à penser que non, mais quand on arrive au pouvoir, on est Dieu le Père. Et qu'en dehors de soi, c'est le chaos, personne ne peut faire comme soi. Je peux pas, on va vers la fin de notre chronique, je peux pas ne pas parler du Congo-Brazzaville. Alors, le Congo-Brazzaville, voilà encore un exemple des pays qui tirent l'Afrique vers le bas. Je le dis à corps et à cri, je le dis parce que au Congo, évidemment, on a pris l'habitude de nous écouter sur le net par rapport à nos chroniques. Le Congo-Brazzaville, voilà encore un président qui est là depuis 32 ans, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Et qui est rentré, n'est-ce pas 32 ans, c'est pas mal une vie, là. C'est toute une vie. À 32 ans, on peut avoir un arrière-petit enfant, là, hein, quand même.
Hein? Ben voilà, donc M. Sassou Nguesso aussi est arrivé à la fin de ses mandats et a changé de constitution contre l'avis de la population, parce que ce qu'il faut dire au Congo-Brazzaville, puisque apparemment la France semble avoir pris acte du référendum que M. Sassou Nguesso a fait le 25 septembre dernier, et puis qui va tranquillement vers les élections présidentielles qui étaient en juillet et qu'il a rapproché en février 2016. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation, s'est mis dans un piège, qu'il s'est pris dans son propre piège, parce qu'il s'est mis dans une situation très très difficile. La situation très très difficile, c'est d'abord d'avoir fait un référendum où il y a 5% seulement de la population qui est allée aux urnes. 5%. 5% de la population, donc 95% de la population, sachant que le monsieur, évidemment, veut rester là par la force, n'est pas allé aux urnes. Mais un référendum avec 5% de participation, tu vois à peu près ce que ça veut dire? C'est mince. Mais c'est plus que mince. Ben non, c'est clair. Voilà. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'il fonctionne aujourd'hui avec 2 constitutions. T'as déjà vu un pays qui fonctionne avec 2 constitutions? Je ris, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais c'est ce qui se passe. Pas loin d'être ridicule, genre. Je dirais, je voulais chercher même un mot plus fort que ridicule. Mais enfin, voilà ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Et le monsieur allègrement a instauré un système de terreur dans Brazzaville, dans le Congo, où, en plus, pendant la période référendaire, où les gens doivent aller faire le la campagne, les opposants sont en prison. T'as déjà vu ça? Ça va pas bien, hein. Mais voilà. Et là, les élections présidentielles qui sont pour le mois de mars, qui ont été devancées, comme tu l'as dit, au mois de mars. On va certainement avec toi suivre ça de près, Georges. Mais on va suivre cela de près. On a fait ce pari-là. Rappelle-toi, il y a 1 an à peu près, on s'est dit qu'il y a un coup d'État constitutionnel en cours au Congo-Brazzaville et on va suivre ce coup d'État, j'ai dit, jusqu'à son aboutissement. Et c'est toi qui m'avais repris, dit, on espère qu'il n'aboutisse pas. Tu te souviendras, il y a près de quelques mois de cela. Ça fait quelques mois déjà. Voilà, nous sommes là-dessus. Eh oui. Hey, Georges, je pensais à ça comme ça. Je me dis, faudrait faire une chronique où aller en Afrique où ça va bien, ou faire du tourisme en Afrique. Oui, ça, on pourra le faire, bien ça sûr. nous donnerait un petit, tu me donnes le goût, tu me parles de l'Afrique, je suis jamais allée. C'est pas un continent qu'on a spontanément envie d'aller, mais on pourrait s'en reparler. Ou aller faire du tourisme en Afrique, ça donnerait peut-être un petit coup de pouce. Mais Chronique d'Afrique noire est fait pour ça, et aussi, nous parlons beaucoup de politique, mais nous parlerons aussi des villes africaines. Nous parlerons aussi des lieux touristiques en Afrique, parce que l'Afrique, c'est pas ce continent noir et la peinture noire qu'on fait sur l'Afrique, mais l'Afrique, c'est un continent noir, mais aussi avec des éclaircies. Et ces éclaircies-là, nous les mettrons en évidence ici à CKRL, et l'Afrique, c'est un continent qui vaille la peine d'être visité, Caroline. Bon, merci beaucoup, Georges. On s'en doute bien, mais il ne demande qu'à être découvert. Absolument. Alors, on se reparle dans 2 semaines. On se reparle dans 2 semaines, Alors, Caroline. voilà. Merci, Georges Goma. Merci aussi à Elisa Fortin qui était avec nous, qui nous parlait d'un autre sujet fort intéressant, l'obsolescence programmée